Bonjour, merci beaucoup de votre invitation pour ce séminaire afin que je vous présente nos récents résultats obtenus avec Kylian et Cyril sur la capacité des grands observatoires astronomiques à falsifier ou à tout le moins à mettre sous tension la théorie des cordes. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter des résultats un peu quantitatifs. Voilà, donc tout ce dont je vais vous parler maintenant est fondé sur un article que nous venons de publier dans The Astrophysical Journal et dont les références sont données ci-dessous. Alors, le contexte général, bien sûr, c'est celui de cette tentative d'unification des forces et des particules que constitue la théorie des cordes en ayant remplacé des objets a priori ponctuels en structure unidimensionnelle, filiforme, quantique, vibrante, avec bien évidemment un grand nombre de succès que nous connaissons, à commencer par la résolution de l'anomalie de Green-Schwarz, et à finir par cette tentative de description relativement unifiée de la physique jusque dans les secteurs cosmologiques et trous noirs. Je dirais avec un brin de provocation que peut-être le plus beau résultat de la théorie des cordes, c'est d'avoir en quelque sorte prédit la gravité, puisque le spectre des cordes quantiques contient un boson sans masse de spin 2, c'est-à-dire un graviton. Mais comme nous le savons également, le prix à payer pour ces résultats très impressionnants est considérable, puisqu'il faut un monde supersymétrique, ce qui n'a pas été découvert jusqu'à maintenant dans les accélérateurs de particules, quoique bien sûr les énergies en jeu soient différentes, et il faut surtout l'existence de dimensions supplémentaires qui, elles aussi, se dérobent pour le moment à toute forme d'observation ou d'expérience. Alors, je dirais que la théorie des cordes est moins une structure axiomatique claire et parfaitement définie qu'une sorte de cadre global et général dans lequel un certain nombre d'outils mathématiques et conceptuels ont été mis en place, avec des conséquences intéressantes depuis la matière condensée jusqu'aux mathématiques presque pures, en passant par les trous noirs que j'évoquais à l'instant, mais aussi la physique nucléaire et l'étude de l'univers primordial. Alors, ce que je vous dis ici est vraiment extrêmement simple, hein. Je m'adresse aux collègues qui ne sont absolument pas spécialistes de ces domaines. Les théoriciens des cordes, naturellement, n'apprendront essentiellement rien dans ce petit exposé introductif, sauf peut-être pour nos résultats récents sur ce que LSST, Euclide et SCA pourra apporter aux idées du Schwamm-Planck. Alors, je crois que le plus grand problème finalement de la théorie des cordes, c'est sa falsifiabilité qui est aujourd'hui mise en cause, puisqu'il a été argumenté que vraisemblablement, quoi qu'il arrive dans l'univers, quoi qu'il soit observé, quelles que soient les découvertes observationnelles, la théorie des cordes pourrait s'en accommoder. Autrement dit, la théorie des cordes pourrait prévoir absolument toutes les observations, mais ce serait plus une post-diction qu'une prédiction, puisqu'il s'agirait d'une corroboration a posteriori. Est-ce encore donc de la science au sens le plus naïf et popérien du terme? Je crois que ce procès est un peu injuste parce qu'en réalité, un certain nombre de tests tout à fait clairs ont été proposés pour la théorie des cordes. Aucun d'entre eux, hélas, n'a été un succès à ce stade. Mais je crois que la nouveauté intéressante qui est l'objet de cet exposé, c'est qu'il devient aujourd'hui possible d'utiliser les très basses énergies, c'est-à-dire les observations aux très grandes échelles, pour contraindre, si ce n'est dans le meilleur des cas, mettre littéralement en défaut l'ensemble de l'architecture théorique et conceptuelle des cordes. Je vais donc me focaliser à partir de maintenant sur les conséquences possibles des expériences qui sont en gestation ou en construction, autrement dit, sur les projets astronomiques expérimentaux de la prochaine décennie. Alors, qu'est-ce que le programme du marécage? Bon, vous savez que quand bien même la théorie des cordes serait unique, ces différents vides sont loin de l'être. Ceci provient essentiellement des variétés de Calabi-Yau associées aux schèmes de compactification, mais aussi aux flux magnétiques généralisés qui les traversent. Cela donne naissance à une très grande diversité de minima locaux qui peuvent être intuitivement interprétés comme différentes réalisations de lois physiques effectives fonctionnant à basse énergie. Alors, quand bien même cette extraordinaire diversité serait réelle et effectivement prédite par le cadre théorique, ça ne signerait pas nécessairement
contrairement à ce qu'on dit parfois, une faillite de la physique. Loin de là, cette richesse pourrait être signifiante et même posséder un certain pouvoir explicatif, dirais-je, en particulier dans le cadre de ce qu'on nomme le multivers, qui là encore n'est pas une simple spéculation métaphysique, tout le respect que j'ai pourtant pour la métaphysique. Vous savez que l'inflation éternelle, par exemple, prédit une sorte d'architecture gigogne, d'arborescence d'univers, et que la théorie des cordes pourrait structurer ces univers avec des lois physiques différentes, donnant une lumière nouvelle sur un certain nombre de coïncidences. Nous sommes, dirais-je, là encore, dans le cadre de la science orthodoxe et usuelle, rien de très extraordinaire, de la même manière que notre planète, la Terre, n'est pas représentative de l'univers, il n'y aurait absolument rien d'étonnant à ce que notre univers ne soit pas représentatif du multivers. Et il est même possible, dans cette architecture intellectuelle, de mener des prédictions qui sont très difficiles au plan concret, parce qu'on ne connaît pas les pondérations anthropiques, parce que la cosmologie donne naissance à ce qu'on nomme un problème de mesure, mais au moins en termes théoriques et conceptuels, nous demeurons, dirais-je, dans le cadre d'une architecture épistémologique relativement standard. La nouveauté que je veux ici soumettre à votre sagacité, c'est la compréhension récente de ce que peut être cet extraordinaire paysage de théorie, c'est un terme qui est emprunté à la biologie, a été extraordinairement surestimé. Vous savez qu'on a évoqué 10 puissance 500 ou 10 puissance 1000 vides différents, donc un nombre absolument extraordinaire, presque infini pour l'esprit humain, qui finalement relèverait peut-être en grande majorité du marécage et non pas du paysage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Considérez ici un espace de théorie, et en fait, il est probable que l'essentiel de cet espace ne constitue pas le paysage comme on le pensait, mais constitue le marécage. Le marécage, ça signifie que ces théories, ici présentes, semblent relever d'une physique correcte. Elles satisfont, par exemple, au principe de base de la théorie quantique des champs. Mais lorsque vous augmentez l'énergie, lorsque vous les couplez à la gravité et considérez des énergies plus importantes, ces théories se révèlent in fine incohérentes. Incohérentes au moins du point de vue de la théorie des cordes. Autrement dit, elles apparaissaient comme étant possiblement dérivées de la théorie des cordes, ou au moins compatibles avec elle à basse énergie, mais lorsque l'on augmente l'énergie, on se rend compte qu'elles ne convergent pas vers ce point nécessaire en quelque sorte à la gravitation quantique, au moins dans un paradigme de cordes. Alors ça, bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Ça peut servir de guide lorsque vous faites de l'élaboration de modèles, parce que votre théorie favorite se trouvant possiblement dans le marécage, ça signifie que sans même mener à bien la moindre expérience au terme véritablement de la concrétude du terme, vous pouvez éventuellement éliminer cette éventualité, éliminer ce modèle sur le simple critère qu'il appartient au marécage parce que ce comportement haute énergie n'est pas compatible avec les attentes de la gravitation quantique. C'est une démarche très fructueuse, mais aussi très hasardeuse, et ce que nous avons mené à bien dans ce travail est une autre ligne de pensée qui consiste au contraire à se dire, oui, mais supposons maintenant que le monde réel dans lequel nous nous trouvons se trouve dans le marécage. Évidemment, on ne va pas éliminer le monde réel. En tout cas, c'est un pas métaphysique que je ne suis pas prêt à franchir. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que si le monde réel est incompatible avec la théorie des cordes, eh bien, c'est que la théorie des cordes elle-même n'est en réalité pas correcte. Alors, bien évidemment, et j'y reviendrai, tout cela est à prendre avec beaucoup de précaution, parce que la théorie des cordes et les arguments du marécage ne sont évidemment pas en correspondance bijective absolue, et il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont déconstructibles. Mais vous voyez, l'idée est la suivante, si le monde réel est dans le marécage, c'est que l'idée même du marécage, qui signifie que cette théorie est impossible, est fausse, puisque le monde réel est manifestement possible. Voilà la ligne de pensée intellectuelle que nous allons suivre. Alors, soyons un tout petit peu plus spécifiques. Voilà. La gravitation vient avec son échelle propre, l'échelle de Planck que je rappelle ci-dessus. Prenez maintenant une théorie dans cet espace de théorie et augmentez l'énergie. Donc, on suit cette flèche ici. Une nouvelle échelle intervient, que je vais appeler lambda swamp, au-delà de laquelle la théorie doit être infléchie pour converger vers ce point de gravité quantique au sens de la théorie des cordes.
Ça, c'est intéressant, parce que la hiérarchie de cette échelle par rapport aux autres échelles intervenant dans le problème est lourde de conséquences. Si l'échelle du Swampland est au-dessus de l'échelle de Planck, ça n'a aucun intérêt. Si l'échelle du Swampland est très en dessous de l'échelle de Planck, les choses peuvent commencer à devenir intéressantes. Mais elles deviennent passionnantes lorsque l'échelle du Swampland se trouve inférieure à l'échelle de TQC de la théorie que vous considérez. Et mieux encore, quand elle se trouve inférieure à toutes les échelles qui interviennent dans le problème, alors ça signifie que l'intégralité du modèle considéré vit dans le Swampland et donc vraisemblablement, si ce programme intellectuel est correct, doit être éliminé. Alors, d'un point de vue concret, dirais-je, le programme du marécage est très vaste et très inégal. Un certain nombre de ces énonciations sont de véritables théorèmes qui sont en quelque sorte prouvés dans le paradigme de la théorie des cordes, et un certain nombre d'autres relèvent au contraire de simples suppositions qui ne sont que des généralisations de cas particuliers et qui, par conséquent, doivent être considérés avec des pincettes et sont éminemment sujets à caution. Donc, il y a beaucoup de conjectures, n'est-ce pas, dans le cadre du programme du Swampland. Il y a la conjecture de distance, qui est très importante, qui montre qu'il est impossible de parcourir de trop grandes distances dans l'espace des champs, en particulier dans l'espace des modules. Il y a l'hypothèse de gravité faible, l'hypothèse d'absence de symétrie globale, l'hypothèse de complétude, l'hypothèse d'émergence, l'hypothèse d'incompatibilité entre ADS et supersymétrie, en un sens que je ne décris pas ici, l'hypothèse de spin 2, etc. Celle sur laquelle je souhaite que nous nous focalisions maintenant, c'est la conjecture de Sitter. Donc, la conjecture de Sitter dit essentiellement qu'il est impossible de trop ressembler à un espace de Sitter, c'est-à-dire à un espace décrit simplement par une constante cosmologique positive dans les équations de champ d'Einstein. Il est impossible d'être trop proche de cet état. Voilà ce que dit la conjecture de Sitter. Alors, voyons les choses d'un peu plus près. Pourquoi en est-il ainsi? Le cœur, si vous voulez, de cette idée, c'est que les difficultés littéralement extraordinaires que l'on rencontre en théorie des cordes, lorsque l'on tente de construire un vide de Sitter, constituent en réalité un indice de ce qu'un tel état, un état purement de Sitter, n'existe simplement pas dans la théorie. C'est ça le pari de la conjecture de Sitter. C'est se dire c'est tellement difficile de construire cet état qu'on peut vraisemblablement conjecturer, supposer que cet état ne fait simplement pas partie de la théorie. Et donc, il est impossible d'être dans cet état ou trop proche de cet état dans l'architecture théorique prédite par cette théorie. Alors, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Parce que quand on regarde les équations de champ d'Einstein, on peut se demander d'un point de vue classique, pourquoi peut-on ici mettre un lambda négatif, c'est-à-dire un espace anti de Sitter, et pas un lambda positif, c'est-à-dire un espace de Sitter? Et en réalité, il n'y a aucun théorème à ce stade. La conjecture de Sitter n'est pas prouvée. Il y a en réalité un ensemble, un faisceau d'arguments convergents. Alors, je n'ai pas le temps de les décrire dans l'espace que vous m'avez dédié, mais pour faire simple, je les cite simplement, n'est-ce pas? Il y a des conjectures fondées sur la supersymétrie, parce qu'on sait, et ça c'est un argument très important, que la théorie des cordes est structurellement liée à la supersymétrie, et que les symétries intrinsèques de l'espace de Sitter sont incompatibles avec la supersymétrie. Il faut donc chercher des modèles à brisure spontanée de supersymétrie, mais qui posent génériquement, dans ce contexte, des problèmes de divergence. Il y a des arguments fondés sur la correspondance entre les espaces anti de Sitter et les théories de champ conformes. Autrement dit, une théorie de jauge fortement couplée dans un espace D plus 1 dimensionnel est équivalente à une théorie gravitationnelle dans un espace anti de Sitter de dimension D. C'est très important dans l'architecture des cordes, mais ce n'est pas aujourd'hui généralisable d'une façon contrôlée aux espaces de Sitter. Il y a des problèmes qui interviennent liés à la stabilité. Il y a des problèmes liés au temps de vie, parce que finalement, si on a un espace métastable, ça signifie que n'importe quelle perturbation quantique significative va entraîner une déstabilisation naturellement de l'état considéré. Ça, c'est lié au fait qu'on a des indications aujourd'hui de ce que le potentiel tend vers zéro quand l'espace des dimensions internes, ou si vous voulez, la constante de couplage, tend vers l'infini.
Il y a des arguments qui sont liés à la conjecture transplanckienne. Autrement dit, il semble que la contrainte de n'être pas trop proche de De Sitter est essentiellement équivalente à la contrainte de ne pas générer de mode au-delà de l'échelle de Planck, ce qui est bien évidemment souhaitable. Et il y a plus génériquement un ensemble d'arguments qui montrent que toute tentative de construire un état de Sitter est tellement contraint qu'il gît vraisemblablement dans une zone d'impossibilité. Alors, est-ce que ça signifie que le monde réel, qui, comme nous le savons bien sûr, ressemble à un monde de Sitter, puisque nous sommes en train d'accélérer exponentiellement, est donc incompatible avec la théorie des cordes? Non, évidemment. Pourquoi non? Parce qu'il est tout à fait possible que l'accélération actuelle de l'univers ne soit pas réellement due à une constante cosmologique, qui, bien évidemment, se trouverait au cœur du marécage, puisqu'on ne veut pas ressembler plus à De Sitter qu'en étant littéralement De Sitter, mais il se pourrait qu'en réalité, le monde soit décrit par un champ scalaire, un modèle donc de quintessence, en roulement sur son potentiel, tel que suggéré par des modèles génériques de physique des particules, mais aussi tel que favorisé par les théories de champs effectives, et finalement tel que bien pratique pour tenter de répondre à un certain nombre de problèmes de coïncidence. Alors si je considère cette action, avec la relativité générale, plus ce champ scalaire décrit par un terme cinétique et un terme potentiel, la conjecture de Sitter va se traduire par une contrainte sur le potentiel. Autrement dit, elle va exiger que la dérivée du potentiel divisée par le potentiel soit plus grande qu'un nombre de l'ordre de 1. Ça, vous voyez, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est loin de De Sitter, n'est-ce pas? De Sitter, c'est V' égale 0. La dérivée, naturellement, est à comprendre au sens d'une dérivation par rapport au champ scalaire. Et donc, être plus grand que 1, c'est être très loin de 0, infiniment loin de 0, même mathématiquement, mais c'est littéralement ce qu'exige la conjecture. Le nombre ici, lambda C, lambda critique, n'est pas exactement connu, mais un certain nombre de calculs explicites, dans certaines limites, permettent de dériver des nombres de l'ordre de 1, par exemple de l'ordre de 0,8, dans une limite particulière. Alors ça, c'est très intéressant parce que les observations actuelles montrent déjà que V' sur V est plus petit que 1, et plus exactement que V' sur V est plus petit que 0,6. Donc ça, c'est très fort, parce qu'on est déjà en tension entre la prédiction théorique qui nous dit que V' sur V est plus grand que 0,8, par exemple, ce nombre est sujet à caution, il dépend du détail des limites considérées, et l'observation expérimentale qui d'ores et déjà nous dit que V' sur V est typiquement inférieur à 0,6. Et donc le travail que nous avons réalisé est d'essayer de comprendre comment cette limite supérieure ici pourra être améliorée par la génération Vera-Rubin, Ska, Euclide, de manière à rendre la petite tension qui existe aujourd'hui entre la prédiction du marécage et l'observation beaucoup plus importante et vraisemblablement, ou hypothétiquement en tout cas, jusqu'à conduire à une exclusion. Gardez en tête qu'un espace de Sitter est subtil. Un espace de Sitter est accompagné d'un horizon, il est accompagné d'une entropie, il est accompagné d'une température, comme un trou noir. La distance parcourue par les champs est vraisemblablement liée à la dimension de l'espace de Hilbert, qui est elle-même vraisemblablement liée à l'entropie. Il y a donc également des arguments thermodynamiques en faveur de la conjecture de Sitter. À ce stade, les contraintes expérimentales dont nous disposons sur l'écart de V' sur V par rapport à 1 sont essentiellement données par l'analyse de Steinhardt, Waffa et leurs collaborateurs. Voici ici le W de Z en fonction de Z. W, c'est le P sur ρ, c'est l'équation d'état du fluide cosmique. Les limites expérimentales sont en noir et les différentes contraintes provenant de différentes valeurs de V' sur V, que je nomme lambda, correspondent aux différentes courbes. Et vous voyez que la limite supérieure noire que nous avons ici montre qu'il n'est déjà plus possible d'avoir un V' sur V de l'ordre de 1. Peut-on faire mieux? Alors, vous savez que les modèles d'énergie noire permettent une accélération de l'univers. C'est ce que nous rappelle ici la seconde équation de Friedman. Et puisque nous observons un A seconde positif, il faut que ce terme ici soit négatif. Puisque j'ai un signe moins ici, il faut que j'ai un autre signe moins ici pour avoir une dérivée seconde du facteur d'échelle qui soit positive.
La densité de matière est positive, la densité de rayonnement est positive, la densité de champ scalaire est positive, et donc le seul terme qui peut être négatif, c'est la pression du champ scalaire. Ici, j'ai 2 fois ρr parce que j'ai ρr plus 3p, et rappelez-vous que pour du rayonnement, p sur ρ égale 1 tiers. Donc finalement, il faut nécessairement que la pression du champ scalaire soit négative. C'est la seule manière de rendre ce terme négatif et de contrebalancer le signe moins qui est ici. Mais la pression du champ scalaire, c'est le terme cinétique moins le terme potentiel. Il faut donc qu'à un certain moment, ce terme potentiel domine et domine tous les autres termes qui interviennent dans l'équation de Friedman. Donc la partie subtile, c'est qu'il faut que cette domination de la pression négative du champ scalaire ait lieu de façon assez drastique et de façon assez tardive, puisque nous voulons que l'accélération ait lieu en ce moment et non pas bien sûr dans la totalité de l'histoire cosmologique, et ce, si possible, pour un vaste choix de conditions initiales, de façon à rendre le modèle le plus naturel possible. Donc essentiellement, il y a 2 classes majeures, les modèles de gel, dans lesquels le mouvement du champ se ralentit à cause de l'aplatissement du champ scalaire, du potentiel du champ scalaire à bas redshift, et les modèles de dégel, dans lesquels le champ est initialement ralenti à cause de la friction de Hubble, exactement comme dans l'inflation primordiale, et commence à évoluer quand le taux de Hubble devient suffisamment faible dans l'histoire cosmologique. Donc je ne vous embête pas du tout avec les détails techniques. Nous avons modélisé de façon assez classique les trajectoires cosmologiques dans ce système d'équations différentielles couplées avec un paramètre très pertinent qui est ce gamma introduit ici et que peut-être j'utiliserai par la suite si le temps me le permet. Alors essentiellement, nous avons voulu être le plus générique possible. Donc nous avons considéré les modèles de tracking freezing décrits par des potentiels de Rathrath-Peebles, qui soulèvent d'ailleurs un point épistémologique assez intéressant, à savoir faut-il exclure un modèle dans le cadre d'une analyse qui va le rendre incompatible avec ses prémices, mais dans un futur qui n'a pas encore eu lieu. Ce type de potentiel va conduire à des comportements cosmologiques incompatibles avec les arguments de Sitter, mais plus tard. Ça, c'est une question épistémologique intéressante. Un peu d'ailleurs comme de se demander, est-ce qu'une théorie doit prédire tout ce qui existe dans le monde réel ou tout ce qui pourrait exister dans le monde réel compte tenu des autres lois de la physique? C'est une question que s'est posée Einstein, par exemple, avec la solution de type trou noir, qui à l'époque, avant que le maître ne l'ait fait comprendre, était considérée comme singulière à l'horizon dans la métrique de Schwarzschild. Bien sûr, on sait aujourd'hui que c'est une singularité de coordonnées, mais on ne le savait pas à l'époque, et Einstein n'était pas trop inquiet parce qu'il se disait, oui, mais les trous noirs n'existent pas. Vous voyez, c'est un peu ce même type d'argument auquel on fait face ici. Bon, nous ne l'avons pas employé pour demeurer conservatif. On s'intéresse également au modèle de scaling freezing, où le potentiel est de type exponentiel, et au modèle de type thawing, où le potentiel est de type harmonique. Du point de vue des projections expérimentales, nous considérons le SCA, radiotélescope, nous considérons l'observatoire Vera-Rubin, ex-LSST, et nous considérons le satellite Euclide. Alors, il pourrait être tentant, comme l'ont fait Steinhardt et Waffa, d'essayer d'utiliser toute l'information sur W de Z, mais en fait, c'est un peu, si vous voulez, illusoire. On ne peut pas le faire rigoureusement. On ne peut pas expérimentalement donner une contrainte sur W en fonction de Z de façon modèle indépendante. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en réalité, on a préféré être maximalement conservatif et utiliser la paramétrisation de Polarski-Chevalier extrêmement classique avec un paramètre d'équation d'état qui correspond à un terme constant plus une dérivée première. Et pour se projeter dans un futur lointain, toute la partie difficile, bien sûr, se trouve dans la manière de tenir compte des petites échelles, c'est-à-dire du régime non linéaire. Autrement dit, il faut incorporer des corrections de relativité générale, des biais non linéaires, des effets d'alignement intrinsèque, la rétroaction des baryons, etc. Donc pour ne pas être trop naïf, nous n'avons considéré ni des erreurs purement corrélées, ni des erreurs purement non corrélées, et nous avons utilisé les chaînes de Markov Monte-Carlo telles que développées par Sprenger et ses collaborateurs, en particulier, ça je pense que c'est très important, en laissant libre la masse des neutrinos comme un paramètre sur lequel il faut marginaliser de façon toujours, ça a été un peu notre obsession, être maximalement conservatif. Bien. Donc la méthodologie est simple. Pour
un type de potentiel considéré, nous opérons un très large scan sur les conditions initiales, un très large scan sur les paramètres du modèle. Pour chaque simulation correspondante à une trajectoire cosmologique, nous évaluons le V' sur V tout le long de la trajectoire et nous gardons en quelque sorte sa valeur la plus pertinente, c'est-à-dire la plus petite, puisque c'est celle qui est en tension avec la conjecture de Sitter. Mais bien sûr, pour demeurer maximalement conservatif, nous ne gardons que la plus grande de ces plus petites valeurs qui sont compatibles, qui se trouvent compatibles avec une ellipse d'incertitude associée à la mesure que nous simulons. Donc, pour résumer de façon intuitive, je ne suis pas sûr d'avoir été extrêmement clair là dans ce que je viens de dire, essentiellement, pour chaque choix de paramètres et de conditions initiales, on calcule W0, WA, donc le paramètre d'équation d'état et sa dérivée, ainsi que le V' sur V pertinent, et on regarde comment les contraintes expérimentales sur le couple W0, WA vont permettre de contraindre le V' sur V et donc d'extraire une possible tension avec les attentes du champ Planck. Donc, typiquement, ce que vous voyez sur le plot ici, c'est que si on projette, par exemple, un forecast avec les résultats du satellite Planck, les résultats de Vera Rubin et de Euclid et les résultats de SKA1, nous obtenons les ellipses jaunes. Et vous voyez que les ellipses jaunes vont permettre, avec ici différentes valeurs de V' sur V qui sont indiquées, d'autoriser des valeurs de V' sur V qui sont plus petites que 0,2, mais vont être en forte incompatibilité avec, par exemple, une valeur de V' sur V autour de 0,4. Donc, quand on fait l'analyse proprement, ce qu'on montre, c'est que pour tous les modèles de type tracking freezing, le V' sur V maximum est de l'ordre de 0,11 à 67% de niveau de confiance et de 0,14 à 95% de niveau de confiance. Nous avons mené la même analyse de façon, là encore, très générique sur les paramètres et les conditions générales pour les modèles de type scaling freezing, et nous avons mené la même analyse pour les modèles de type thawing. Et le résultat final, en scannant toutes les conditions initiales, tous les paramètres et tous les modèles à disposition, c'est que le V' sur V, qu'il sera possible de contraindre, sous hypothèse bien sûr que les observatoires à venir pointe en direction d'un comportement de type de Sitter, sera de l'ordre de 0,16 à 1 sigma et de 0,20 à 2 sigma. Donc vous voyez que ça nous donne une limite supérieure qui est bien meilleure que la limite supérieure actuelle de 0,6. Donc on devrait, à l'aune des résultats de la génération à venir, contraindre V' sur V à 0,16, ce qui constitue une amélioration extrêmement notable par rapport au 0,60 actuel, et ce qui devrait nous placer dans une véritable situation de tension par rapport à la prédiction théorique, qui est une limite inférieure, celle-là, de l'ordre de 1. Alors, pour être tout à fait précis, aujourd'hui, on considère non plus véritablement la conjecture de Sitter initiale une version raffinée qui ajoute, non pas avec un et, hélas, mais avec un ou, ce qui signifie que nous sommes moins contraignants, une condition sur la dérivée seconde du potentiel. Alors, lorsqu'on tient compte de celle-ci, ça ne pose aucun problème pour les modèles de type tracking freezing et scaling freezing. En revanche, ça pose problème pour les modèles de type thawing. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier plus en détail, et je dirais qu'il faudra utiliser des résultats soit de type physique des particules, si par exemple le potentiel harmonique est généré par des modèles axioniques, soit peut-être une reconstruction réelle du potentiel suivant une méthodologie de type Starobinsky. Mais il faut faire attention aussi, je dirais, au niveau quand même méthodologique et presque épistémologique, à une possible incohérence de raisonnement, si vous voulez. C'est que cette seconde condition sur le critère de Sitter vient essentiellement de l'analyse du potentiel de Higgs, et on ne peut pas se permettre d'avoir une conjecture théorique qui est motivée par des arguments assez profonds et qui est corrigée dès lors qu'elle entre en tension avec ce qui est connu. Parce que si on fait ça, on ne pourra jamais utiliser cet argument, n'est-ce pas, dans une finalité de type falsification. Donc ça, je crois qu'on peut le faire au début, quand on est encore dans une sorte de zone d'ombre théorique, mais lorsque la théorie est sous contrôle, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas corriger en permanence la prédiction dès lors qu'elle entre en tension, en particulier avec les résultats obtenus dans le secteur de la physique des particules. Donc, il faut faire attention, je dirais, avec ce type d'argument.
On a aussi fait une projection à plus long terme et on a montré que si la précision obtenue sur le paramètre W0, donc le paramètre constant du P sur ρ, descendait encore en dessous de ce qui est attendu avec LSST, Euclide et SK, il serait possible de contraindre extrêmement fortement V' sur V à des valeurs qui, au-delà d'une tension, mèneraient vraisemblablement à une incompatibilité structurelle avec la conjecture de Sitter, et de façon assez intéressante et un peu contre-intuitive, tant qu'on n'a pas regardé en détail le système différentiel qui nous intéresse, vous voyez que finalement, la valeur de W0 est plus intéressante à améliorer que sa dérivée WA, sauf si on tombe à des valeurs tellement petites qu'elles ne sont plus, je dirais, physiquement réalistes du point de vue des expériences d'un futur proche. En conclusion, la conjecture de Sitter est-elle fiable? Rien n'est moins sûr. Mon pari personnel est que vraisemblablement elle l'est. Elle l'est parce que le paysage de la théorie des cordes est extraordinairement riche. Il contient, on le sait, de très nombreuses solutions de type Minkowski. On a vraisemblablement plus de 10 à la puissance 10, à la puissance 5 flux différents, associés à peut-être 10 puissance 1000 géométries différentes résultant des schèmes de compactification. Ce sont des nombres qui dépassent l'entendement humain. Et dans cette richesse démesurée, construire une seule solution de type de Sitter reste extraordinairement difficile. Peut-être s'agit-il d'un indice de ce que c'est en réalité littéralement impossible. De plus, il est bien établi qu'il n'est pas possible de construire des solutions de Sitter dans les régions de contrôle paramétrique de la théorie des cordes. De plus, il existe aujourd'hui beaucoup de no-go theorems qui montrent que les constructions ne fonctionnent pas dans les zones où elles peuvent être analytiquement investiguées. Bien sûr, il existe encore des contre-arguments, en particulier dans le cadre de la proposition KKLT, et donc la question est encore rigoureusement ouverte. Je dirais que si cette contrainte que nous devrions obtenir selon nos estimations sur V' sur V à 0,16 devait s'avérer réellement utile pour mettre la théorie des cordes sous tension, il faudrait que la limite inférieure dérivée par la théorie soit plus fiable. Un nombre de l'ordre de 1, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Vous savez bien qu'en physique théorique, quelque part, 0,1 est presque encore de l'ordre de 1. Donc il faudrait maintenant que la limite inférieure sur V' sur V soit réellement dérivée dans un cadre axiomatique rigoureux. Et ça, je crois, c'est le défi le plus important pour rendre le programme de Swampland, au moins du point de vue de sa conjecture de Sitter, effectif dans la décennie qui vient. Je crois en tout état de cause que, quel que soit le résultat, il est aujourd'hui intéressant à la fois au point de vue scientifique, bien sûr, puisque naturellement, il est exclu qu'une expérience de type cosmologique permette de rendre la théorie des cordes absolument incohérente. Mais il pourrait s'agir d'un argument parmi un faisceau d'autres arguments qui tendraient vers un changement de paradigme. Et donc, comme je l'expliquais, c'est un intérêt scientifique, mais il est aussi associé à un intérêt philosophique, parce qu'il y a ici peut-être un petit pas de côté du point de vue méthodologique, et comme c'est souvent le cas, nous ne pouvons pas savoir à ce stade, puisque nous en sommes au rudiment, s'il s'agit de l'émergence de nouvelles méthodes particulièrement intéressantes et riches, ou s'il s'agit, comme c'est hélas souvent le cas, d'un chemin sur lequel il faudra faire demi-tour parce qu'il s'avère in fine infructueux. Je vous remercie. Alors, je vais prendre les questions, mais peut-être, si ça ne vous ennuie pas, je vais d'abord arrêter le partage d'écran et arrêter l'enregistrement. Un instant, s'il vous plaît.